Bienvenue sur le ring, l'ODJ TV Radio, Youssef Galaoui Filali. Merci Rachid pour l'invitation. Merci d'avoir accepté, de monter sur un ring. Avec plaisir. Et à mettre les gants autour de ce débat d'idées, qui est la plateforme et l'ADN de ce format sur le ring. Avec, je rappelle, Youssef Galaoui Filali, que vous êtes président du Centre marocain pour la gouvernance et le management. 3 rounds thématiques avec vous. Premier round sur le lendemain du dialogue social. Donc dialogue social, est-ce que c'est une bonne nouvelle pour l'entreprise? Avec un point d'interrogation. Vous nous direz ce que vous en pensez. Deuxième round, suite à l'annonce de généraliser, d'augmenter le SMIC et le SMAG et le salaire également des fonctionnaires, puisque c'est 1000 dirhams qui ont été décidés, 500 dirhams par tranche, avec un démarrage en juillet prochain. Est-ce que, au général des salaires, la question qui est posée, c'est qui va payer? Donc là, vous nous direz aussi si vous avez une idée précise de qui va payer cette facture. Et ensuite, le troisième round, vous avez vu comme moi, on a eu le bilan du gouvernement qui a été présenté à mi-mandat. Est-ce que le plus dur reste à faire ou pas? Vous nous direz également ce que vous en pensez. Okay. Premier round, dialogue social. Est-ce que c'est une bonne nouvelle pour l'entreprise? Pour l'entreprise, non, pour la simple raison. Un dialogue social qui a été mené essentiellement avec les représentants du secteur public, les syndicats qui représentent plus les fonctionnaires de l'État. Et je m'explique de manière très simple. Quand on voit l'ordre de grandeur, quand on voit les augmentations qui ont été accordées au secteur public, vous avez 1000 dirhams sur 2 tranches, vous avez les 500 dirhams à compter du juillet 2024, les 500 dirhams à compter du juillet 2025, et vous avez aussi l'abattement de l'IR de 1%. Qui concerne aussi le secteur, concerne les deux, et le secteur public et le secteur privé. Ouais. Donc globalement, on a un fonctionnaire qui va bénéficier de 1500 dirhams de hausse. Contre un salarié du secteur privé, vous savez, les gens du secteur privé font de la croissance. Les gens du secteur privé apportent de la valeur ajoutée. Donc, si on fait un point... Est-ce que Youssef Galaoui Filali est en train de pointer du doigt un traitement inégalitaire de ce dialogue social? Est-ce que c'est ça que vous êtes en train de dire? Exactement, et c'est la position aussi du CMGM. Donc, nous avons constaté qu'il y a un favoritisme en faveur des fonctionnaires. Nous ne sommes pas contre les fonctionnaires de l'État. On sait qu'il y a des gens qui travaillent, qui font de la valeur ajoutée et qui sont très sérieux, mais il n'y a pas d'équité dans la répartition des Il y a toujours ce débat, Youssef Galaoui Filali, en disant que lorsqu'on est fonctionnaire, que ce soit au Maroc ou ailleurs, mais dans une administration, on va parler de notre pays, on n'est pas là pour dégager de la valeur. On ne va pas être évalué, il n'y a pas des contrats de performance. Pas du tout. C'est ce qui se dit toujours dans le secteur public. Ça, c'était l'état d'esprit du passé. Oui. Alors, je vous explique, depuis qu'il y a au Maroc la loi organique des finances, nous avons changé les choses. On parle de rapport de performance, on parle de performance publique, on parle de contrôle de gestion publique. Donc, on a besoin d'un employé du secteur public qui est performant, qui attire de l'investissement, qui produit et qui performe, c'est ça que vous êtes en train de dire. Qui accompagne, qui produit de l'information et qui joue un rôle prépondérant pour faire réussir les investissements et attirer les investisseurs, qu'ils soient nationaux ou étrangers. Donc, ce n'est pas le cas, si tu permets, Rachid, parce qu'actuellement, on a des investisseurs qui se plaignent des dossiers qui prennent du retard. On a d'autres investissements qui se sont dirigés vers d'autres pays. Vous savez, l'investissement vers le Maroc, il a baissé. Donc, nous avons des indicateurs concrets. Vous parlez des IDE, moins de 19%, oui. Tout à fait. Je parle des IDE. Et donc, ça ne reflète pas l'effort effectué par le gouvernement en faveur des fonctionnaires de l'État quand on voit l'ordre de grandeur de l'augmentation qui leur a été accordée. Est-ce que ça veut dire que pour vous, Youssef Galaoui Filali, donc est-ce que l'augmentation est trop importante pour le public et pas suffisamment importante pour le secteur privé? C'est ça en fait que vous pointez du doigt? C'est de ça ce dont il s'agit, parce que quand on voit le secteur privé, l'abattement de l'IR de 1%, ça dépend du salaire brut de tout un chacun, mais il y aurait des augmentations qui varient de 350 jusqu'à 500 dirhams maximum. Et quand on voit le secteur public, on parle de quelque chose aux alentours de 1200 dirhams jusqu'à 1500, 1600 dirhams. Donc cet ordre de grandeur, personnellement, me dérange. Et puis, d'un point de vue démographique, parce que dans le secteur privé, on parle de 3,5 millions de salariés, c'est les salariés qui sont déclarés dans le secteur privé au niveau de la Caisse nationale de sécurité sociale, au niveau de la CNSS. Et quand je vois les 565 000 fonctionnaires qui vont bénéficier des 1500 dirhams, je dis qu'il y a du favoritisme et qu'il fallait faire plus d'efforts. Donc pour vous, ce n'est pas une bonne nouvelle pour l'entreprise? Pas du tout. Sauf que, Youssef Galaoui Filali, en préparant votre venue, je me suis dit, je vais voir quelle est la position de la CGM, qui a co-signé et co-décidé, en tout cas, ces accords-là, ce dialogue social 2024. Ils ont fait cette déclaration, la CGM, qui représente le tissu entrepreneurial, le monde de l'entreprise. Vous êtes d'accord là-dessus? Alors, CGM, c'est le syndicat du patronat.
Le patronat, mais ça représente plus les grandes moyennes entreprises. Pas le tissu entrepreneurial qui est composé en tout cas, le corps intermédiaire de très petites et petites entreprises. Donc, précision en tout cas, importante. Exactement, on y reviendra d'ailleurs. La CGM a fait cette déclaration en disant, je cite, c'est un post LinkedIn, il n'y a pas eu de déclaration officielle à ce jour. Ce post LinkedIn en disant, la CGM, donc, je cite, adhère complètement à ces avancées socio-économiques ainsi qu'aux objectifs d'amélioration de la compétitivité, donc valide, et ces accords et cette décision qui a été prise de revaloriser les salaires à la fois des fonctionnaires et à la fois à la revalorisation du SMIC. Ça, c'est la position de la CGM. Je peux la comprendre dans le cadre où on fait augmenter le SMIC et le SMAC de 10% sur 2 tranches, 5%, 7%. Je pense que ça peut être bénéfique pour la population SMIC-SMAC. Mais pour les gens de la classe moyenne, de la classe au-dessus de la moyenne, c'est des gens qui sont aujourd'hui créés et nés bien évidemment de cette stagflation, comme vous savez, l'effet inflationniste de l'inflation, la décroissance, donc ça a créé une nouvelle couche sociale qui est la classe sous-moyenne. Tous ces gens-là, qui gagnent en moyenne les 6 000 dirhams net jusqu'à les 10 000 dirhams, aujourd'hui, c'est des gens qui ne sont pas concernés par cette vague d'augmentation qui a touché plus le secteur public. Par contre, ils vont bénéficier de la baisse de l'IR d'un point. La baisse de l'IR n'est pas significative, comme je t'expliquais, Rachid. Ça va tourner aux alentours de 350 dirhams net pour cette catégorie. En fonction des niveaux de revenus. Qui ont des salaires nets de 20 000, 25 000, 30 000, ça peut aller jusqu'à 500 dirhams. Donc, quand on voit l'ordre de grandeur des augmentations et leur répartition entre le secteur public et le secteur privé, on sait très bien qu'il y a un favoritisme vers le secteur public et que beaucoup plus de négociations ont été menées avec les représentants du secteur public. Et malheureusement, les gens du secteur privé n'ont pas joué pleinement leur rôle en matière de défense des salariés du secteur privé. Donc ça veut dire que les syndicats qui ont négocié avec le gouvernement et avec le patronat, ils ont beaucoup plus choyé c'est sûr. les fonctionnaires. Ils se sont concentrés plus sur le secteur public et non pas le secteur privé qui crée de la croissance, qui emploie plus que de 3,5 millions. En même temps, Youssef Galaoui Filali, vous dites cette classe moyenne chez nous, c'est-à-dire avec des niveaux de revenus supérieurs à 6 000 dirhams. Je rappelle qu'il y a un réaménagement de l'IR qui fait que pour tous les revenus en deçà de 6 000 dirhams, il y a une exonération totale de l'IR. Mais on parle de 6 000 dirhams bruts. 6 000 dirhams bruts. Pas les 6 000 dirhams nets, absolument. Complètement. Mais en même temps, si ça peut aller entre 300 et 500 dirhams de plus, c'est quand même pas mal, non? Il vaut mieux ça que rien. C'est sûr, quand on voit ça, on se dit au moins il y a ça. Mais moi, je vous parle du secteur privé qui emploie un certain nombre de cadres, un certain nombre d'ingénieurs, un certain nombre de cadres supérieurs, un certain nombre de responsables. Et c'est des gens aujourd'hui, parce que vous savez, aujourd'hui, si vous avez un salaire de 20 000 ou 25 000 dirhams, et si vous avez crédit voiture, si vous avez un logement, si vous avez 2 enfants, vous devez vous occuper de leur éducation, la scolarité, etc. Donc, ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant de se faire augmenter de 300, de 400, de 500 dirhams. Et si tu te rappelles très bien, moi je me rappelle très bien, j'étais au secteur public il y a plus d'une décennie avec le gouvernement de Bess El-Fessi. Je me rappelle très bien, 2007, dans le cadre du dialogue social, absolument, il y avait 2 baisses importantes d'IR. Nous sommes passés de 42% à 40% et on est passé de 40% à 38%. Moi je me rappelle très bien, j'ai eu une augmentation aux alentours de 1400 dirhams net sur les deux. Certains vous diraient que ça c'était l'époque dorée. C'est vrai. C'était l'époque où la croissance était au rendez-vous aussi. Mais mieux que ça, c'était la période où le Maroc ne réalisait pas autant de PIB que celui qu'on a aujourd'hui. C'était l'époque où il n'y avait pas tout un arsenal juridique, il n'y avait pas une nouvelle constitution, il n'y avait pas des projets très structurants, il n'y avait pas des facilitations, il n'y avait pas d'économie digitale. Donc c'est à ne pas comparer, mais de toutes les manières, c'était une époque qui avait ses difficultés, avec un taux de chômage qui était élevé, avec une tension, etc., avec beaucoup de manifestations. Aujourd'hui, je pense que ce gouvernement, il a les moyens, il a le cadre pour travailler, mais l'innovation manque à l'appel, en tout cas pour les salariés du secteur privé, en matière de dialogue social. À l'époque, donc, quand Youssef Galaoui Filali était dans le secteur public, on avait un taux de croissance qui était beaucoup plus productif et qui créait plus de richesses qu'aujourd'hui. Et à cette époque-là, on n'avait pas un problème de chômage aussi élevé. Parce que je rappelle que cette tranche 2007-2011, le gouvernement Bess El-Fessi, c'était 100 000 emplois créés par an. Parfait, juste une précision importante, Rachid. Quand on voit les 2 dernières années passées avec ce gouvernement, on est passé d'un taux de chômage de 11,4 à 13%. 13,3 pour être précis d'ailleurs. Pour être plus précis, 13,3. Et il y a des études, des projections, on se dirige vers les 15%. Et c'est très alarmant, c'est très inquiétant pour l'économie. Et on est revenu d'ailleurs certainement dans un autre sujet de thématique de débat avec vous sur le ring. On va transiter sur le deuxième round, juste hausse générale des salaires, en tout cas revalorisation du SMIC. Je rappelle qu'en 2 ans, le SMIC aura été augmenté de 20% à l'horizon 2026, du SMAG également, donc le salaire minimum au niveau du secteur agricole et celui des fonctionnaires qui n'ont pas été augmentés jusqu'à présent. C'est-à-dire que tous les fonctionnaires qui n'ont pas bénéficié d'une augmentation, je pense à ceux de l'éducation et de la santé, bénéficieront de ces 1000 dirhams.
Donc, mais en même temps, la question que j'avais de vous poser, c'est qui va payer? Qui va payer tout ça? Ça a été chiffré, on parle de 3, 4, 5 milliards de dirhams, Younes Khoury. Qui va payer? Absolument. D'ailleurs, c'est la question aujourd'hui que se pose l'opposition. J'ai vu ira l'opposition. C'est une question très légitime parce que vous savez, quand on voit par exemple juste l'endettement du Maroc vis-à-vis du Fonds monétaire international, le Maroc est le deuxième pays le plus endetté après l'Égypte. 20 milliards de dirhams. Au niveau du continent, au niveau géographique. Quand on voit aujourd'hui l'endettement du Trésor, il a dépassé les 70%. Et quand on prend l'endettement global de l'État, c'est-à-dire le Trésor, les établissements entreprises publiques, la dette souveraine globale, qui sont garantis par l'État, on a dépassé les 95%. Quand on voit le tout. Donc vraiment, on est sur un niveau d'endettement qui est très alarmant. Je me rappelle très bien, l'ex-ministre des Finances, il avait parlé des mécanismes de financement innovants. Vous parlez de Mohamed Ben Chaboun? Exactement, c'est Ben Chaboun. Moi, j'étais très passionné de savoir ces mécanismes de financement innovants, alors que je découvre par exemple que c'est très choquant qu'on est en train de céder le patrimoine de l'État. Et c'est avec ces fonds-là qu'on va faire un certain nombre de projets sociaux et qu'avec ça, bien évidemment, ça va être les nouvelles sources de financement. Ça va être les nouvelles sources de financement. Mais pour moi, ce n'est pas une bonne source de financement pour la simple raison, c'est que l'État perd sa souveraineté à travers la cession du patrimoine. Après, l'État il va supporter des charges supplémentaires en termes de charges locatives. C'est-à-dire qu'on va payer des loyers pour le bien immobilier qu'on possédait. Ça, c'est pas bien. C'est pas bien pour l'économie marocaine. C'est ce que font malheureusement un certain nombre de pays dans le monde. On n'est pas les premiers. Pour moi, ce n'est pas le bon mécanisme de financement à déployer. Les milliards de dirhams chiffrés pour la hausse générale des salaires et la baisse également d'un point de l'IR, est-ce que pour vous, ça va être financé par l'endettement ou il y a d'autres sources de financement qui vont permettre de financer ou de cofinancer ces nouvelles dépenses qui n'étaient pas programmées dans la loi de finances 2024? C'est sûr. Donc pour moi, a priori, parce que le gouvernement, il ne s'est pas, bien évidemment, manifesté pour communiquer officiellement pour l'instant, il n'y a pas d'infos là. Donc ça va être l'endettement et ça va être les mécanismes de financement innovants à travers la cession des biens immobiliers et la cession du patrimoine de l'État. Je pense que c'est très mauvais pour l'économie marocaine. Les décisions sociales, c'est des décisions qui sont très importantes. On est pour les augmentations, pour l'amélioration du niveau de vie des gens, l'amélioration du pouvoir d'achat des citoyens et citoyennes, mais à condition que ça doit être basé sur l'investissement productif, sur la croissance, sur la création de la richesse et sur le revenu. En même temps, quand on a des besoins aujourd'hui ou des populations effectivement qui ont besoin de revaloriser et d'améliorer leur niveau de vie et leur cadre de vie, qu'on n'a pas de croissance économique parce qu'elle n'est pas au rendez-vous, on n'a pas d'autre choix. En tout cas, le gouvernement, me semble-t-il, n'avait pas d'autre choix que de... Mais moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est de dépenser de l'argent. Cette opération, elle aura un impact financier sur le budget de l'État, sur la masse salariale qui est assez élevée. Mais quand on voit la population cible, ce ne sont pas les gens qui sont dans le secteur privé. Ces gens-là, il faut qu'on sache très bien, en termes de masse, ils sont de 3,5 millions de personnes. Et mieux que ça, c'est les gens qui font de l'épargne, qui font de la consommation. C'est très bien que les gens du secteur privé, ils se déplacent, ils font des missions, ils bougent, ils produisent plus, ils sont plus actifs. Donc leur niveau de consommation est plus élevé. Et c'est eux, normalement, qui font la circulation économique de l'argent. Et ça, c'est important. Donc, il ne faut pas se focaliser en termes du dialogue social que sur les fonctionnaires du secteur public. C'est très mauvais. En tout cas, pour le secteur privé, en tout cas, ce qui a été attribué, qui va payer, certains disent, mais de toute façon, c'est l'argent, c'est du pouvoir d'achat qui va être redonné aux fonctionnaires et aux salariés du secteur privé. Et compte tenu que notre PIB est composé à 60% de la consommation, eh bien, ça va relancer la consommation. Fondamentalement, on va s'y retrouver. Qu'est-ce que vous en pensez de cette théorie économique? Ce qui est le plus inquiétant dans tout ça, c'est qu'au niveau de la loi de finances de 2025, je crains qu'il y ait des programmations qui vont toucher bien évidemment à la poche des citoyennes et des citoyens. C'est-à-dire que les caisses de l'État n'ont pas les moyens pour financer ce genre d'opérations sociales. Et puis, on va chercher bien évidemment à instaurer des impôts, à mettre en place de nouvelles assiettes fiscales pour collecter de l'argent. Et ça, c'est très mauvais parce que déjà, on a une classe moyenne, une classe sous-moyenne, une classe sous-jacente qui est apparue depuis 2 ans. Suite à cette stagflation où il y a une pression inflationniste continue sur les ménages, de la décroissance et de la défaillance d'entreprise, parce qu'il faut qu'on sache une chose très importante, quand on parle de TPE, on est sur les ménages et on touche aux foyers, aux citoyennes, aux citoyens. Ça, c'est important. Donc, ce que tu es en train de dire, Youssef Galaoui Filahi, ce que vous craignez, vous, c'est que ces dépenses qui ont été annoncées dans le cadre de ce dialogue social se traduisent par de nouveaux impôts à partir de 2025. C'est ça, en fait, ce que tu es en train de dire? Absolument. Et donc, on est sur un jeu d'écriture en redéploiement. Je vous fais baisser le taux de l'IR de 1%, mais autrement, je vous impose sur d'autres éléments. Et ça, ce n'est pas bien du tout pour l'écononie marocaine parce qu'encore une fois, on va détruire le pouvoir d'achat des gens. Il faut qu'on fasse très attention. Et ceux qui vous diraient, mais vous seriez, vous, à la place de Aïssa Renouch, en tout cas, ou
qu'est-ce que vous auriez fait? Dans un dialogue social, comme dans le contexte social et socio-économique dans lequel nous sommes aujourd'hui, où il y a une forte demande des populations travailleuses, des populations qui sont en difficulté, voire en précarité sociale, qu'est-ce que vous auriez fait? Parce que vous dites, il y a plein de contraintes, c'est des dépenses aujourd'hui qui vont se traduire par des impôts de demain, mais en même temps, qu'est-ce qu'ils auraient pu faire? On comprend qu'il y a beaucoup de contraintes. Déjà, il y a une défaillance en termes de communication. Je ne vois pas le sens du leadership, où on cherche à communiquer avec les gens, on cherche à collecter déjà les idées, parce qu'il y a beaucoup de propositions, beaucoup de centres, beaucoup d'associations qui travaillent, qui ont la matière, ne serait-ce que pour s'ouvrir déjà sur la société civile, s'ouvrir sur le tissu entrepreneurial marocain et collecter toutes les propositions. Il y a des idées très importantes qu'on peut mettre en place pour améliorer, par exemple, le niveau de vie, le pouvoir d'achat du secteur privé. Donc déjà, il y a un déficit en termes de communication. Deux, normalement, il fallait bien étudier la chose à l'avance. C'est-à-dire que si on va faire des décisions qui vont toucher au dialogue social, ça doit se faire de manière équilibrée entre le secteur public et le secteur privé. Il faut qu'il y ait un équilibre, parce que comme je vous ai dit, le secteur privé crée de la valeur, le secteur public, il joue un rôle important en termes d'accompagnement, en termes de décision, que ce soit pour le citoyen ou que ce soit pour l'entreprise marocaine. Donc cet équilibre, aujourd'hui, manque à l'appel. Donc vous pointez du doigt sur le déséquilibre entre ce qui a été attribué au secteur public et ce qui a été attribué au détriment du secteur privé, sachant que les fonctionnaires sont payés avec nos impôts. Tout à fait. Troisième round, bilan gouvernement à mi-mandat. Vous avez vu comme moi l'exposé, plus de 2 heures je crois d'ailleurs, du chef de gouvernement au Parlement, ensuite une sortie télé sur les 2 chaînes publiques. Exactement. Vous avez suivi? Oui, j'ai suivi. Attentivement. Tout ce qu'a dit et déclaré le chef de gouvernement, toute la présentation qu'il a faite de son bilan, vous l'avez trouvé comment? Pas la prestation du chef de gouvernement, mais le contenu. En toute objectivité non convaincant. J'ai suivi le contenu, je ne vois pas une vision, je ne vois pas un programme. Est-ce que vous voyez des réalisations? Parce qu'il a dit que les réalisations dépassaient les attentes. Fin de situation. Ça, c'est important, parce que quand on parle de chiffres, normalement, les chiffres doivent refléter la réalité. Oui. Alors, je vous donne l'exemple très simple. Prenez un foyer marocain, vous avez 3 jeunes, vous allez trouver un qui est en activité, 2 qui sont en recherche active, pour ne pas dire le terme chômage. La défaillance d'entreprise, on en connaît partout. Quartiers populaires, non populaires, les gens aisés, les gens de la classe moyenne, les gens de la classe sous-moyenne, des défaillances d'entreprises, des retards de paiement, des entreprises en faillite, des gens qui sont poursuivis en justice. Aujourd'hui, si on dit le chiffre de défaillance officiel, si on considère les 20 000, ça ne concerne que le secteur formel. Quand on prend le secteur informel qui a 30% du PIB, quelque chose aux alentours de 300 milliards de dirhams, croyez-moi, le taux de défaillance, il peut aller jusqu'à 40-50 000 entreprises par an. Est-ce qu'on a plus de création d'entreprises annuellement ou plus de fermeture d'entreprises? Alors, la création... Parce que certains vous diraient que le taux de création est largement supérieur au taux de destruction. Ça ne veut rien dire, parce que vous pouvez créer une entreprise juridiquement parlant, mais l'entreprise est enveilleuse, elle ne fonctionne pas. Il faut voir les défaillances en termes d'entreprises qui ont vécu l'expérimentation entrepreneuriale. C'est des entreprises qui ont fonctionné, qui n'ont pas pu avoir de carnet de commandes, qui n'ont pas de clients, qui n'ont pas de portefeuille, et c'est des entreprises qui sont en difficulté financière. Donc Youssef Galaoui Filali, payer les charges de fonctionnement. Pas convaincu par le bilan qui a été présenté par le chef de gouvernement. Pas de vision, pas de mécanisme de financement des entreprises, d'accompagnement du tissu entrepreneurial marocain, pas de solution tangible pour porter le Maroc vers la voie des pays émergents, pas de solutions aussi qui sont envisageables pour faire baisser le taux de chômage. Est-ce que vous n'êtes pas trop dur? 10 promesses gouvernementales qui n'ont pas été tenues à date d'aujourd'hui, notamment les 1 million de gens employés. L'État social, ça a été tenu, l'assurance maladie obligatoire, le chantier, le recensement par la CNSS, ça a été fait. Ça, c'est des projets royaux. Les aides directes, c'est des projets royaux qui ont été exécutés par le gouvernement, pour qu'on soit clair. D'accord. Oui. Donc pour vous, c'est pas le gouvernement qui a travaillé là-dessus et qui a su piloter le chantier à la fois de l'amour et à la fois c'est des projets d'État. Aides directes. Et quel que soit le gouvernement, il va les mettre en place. Mais ce qu'on attend d'un gouvernement élu, un pouvoir exécutif, une coalition gouvernementale, c'est la tenue des 10 promesses gouvernementales, c'est des actions concrètes pour faire employer les jeunes. Le taux de chômage auprès des jeunes aujourd'hui, il a dépassé les 38%. Au niveau national, vous le connaissez, il a dépassé les 13%. Donc un taux de chômage très élevé, des défaillances d'entreprises qui sont très élevées, de la méfiance, un climat d'affaires qui n'est pas propice, et tout cela ne va pas permettre au Maroc de réaliser une croissance de 5 ou 6%. En tout cas, avec un niveau de croissance relativement faible, certains vous diraient, et c'est le discours du gouvernement, c'est que l'État social, c'est quelque chose qui n'a pas de précédent. C'est la première fois dans notre pays qu'on dote
l'État de structures qui pas permettent de la redistribution. Ce n'est pas le projet du gouvernement. Bon, en tout cas, c'est porté par le gouvernement. Exécuté par le gouvernement. Oui, c'est son rôle, non? Oui. C'est le pouvoir exécutif. Il exécute un projet. Mais normalement, ce qu'on attend d'un pouvoir exécutif, de l'innovation, des projets, des actions concrètes pour améliorer la vie citoyenne. En tout cas, ce qui a été annoncé par le chef du gouvernement, c'était bien avant la présentation du bilan du gouvernement à mi-mandat. Il a fait cette déclaration suite aux chiffres du chômage qui étaient tombés, c'était au mois de mars dernier, avec ce pic à 13,3%, que la priorité de la deuxième partie du mandat et du quinquennat serait l'emploi. Absolument. Donc, est-ce que vous, là-dessus, vous êtes confiant sur la capacité de... Pour que je sois confiant, moi, je suis concret. Je dois avoir un plan d'emploi, je dois avoir des investissements productifs, des ouvertures d'usines. On ne fait pas de l'investissement en infrastructure pour faire fonctionner des machines. Il faut que je vois du recrutement d'ingénieurs, de cadres, d'agents de maîtrise, et c'est ça le plus important. C'est les actions concrètes, les déclarations en CNSS et comment on va réagir par rapport aux déclarations du HCP pour faire baisser le taux de chômage. Donc, tant qu'il n'y a pas des actions concrètes, tant que le secteur public ne fait pas de partenariat public-privé, le secteur privé, tant qu'il n'y a pas cette interaction, cette synergie entre les deux, la création d'emplois manquera à la peine. Et on a vu ça durant, bien évidemment, le mi-mandat de ce gouvernement. Donc, à chaque fois des déclarations, une manque d'expérimentation en matière d'emploi, parce que, croyez-moi, la création de l'emploi, on a besoin de femmes et d'hommes de terrain. Des gens qui connaissent l'entreprise, qui connaissent les terrains et qui créent de l'emploi, qui créent de la richesse. Est-ce que Youssef Galaoui Filali, lui, il a une solution pour pouvoir, une solution, c'est-à-dire une proposition concrète aussi, pour remettre le pays et notre économie à recréer de l'emploi? La solution la plus facile, d'abord en termes d'auto-entrepreneuriat, parce que malheureusement, quand on parle emploi, les gens ils pensent toujours au recrutement, au salariat. Il n'y a pas que ça. Oui, il faut qu'on recrute, il faut qu'il y ait du salariat, il faut qu'il y ait un équilibre entre les deux, mais il faut aussi booster l'entrepreneuriat. Quand on voit les programmes qui ont été menés par ce gouvernement, que ça soit le Força, la première version, deuxième version, mais c'est catastrophique. Des gens qui ont suivi des périodes de formation, qui ont été incubés, des gens qui se sont engagés financièrement parlant pour, bien évidemment, faire des contrats de bail, commencer à payer des loyers, engager des charges. À la fin du process, on leur dit c'est bon, vous n'êtes pas retenu, nous avons atteint l'objectif. Et c'est très grave. Donc, on crée une nouvelle population de gens démunis, on lance des programmes pour créer un problème. Et ça, c'est pas bien. Au moment où, au niveau, normalement, l'entrepreneuriat, si tu me permets, là, je terminer cette idée, l'entrepreneuriat, il y avait le programme Intelaka, il fallait le continuer. Accompagner les gens, on booste l'entrepreneuriat. Vous avez vu le bilan qu'a fait Youssef Jouali? Je suis désolé. C'est Jouali de la Banque centrale, il a fait un bilan pas très élogieux du programme Intelaka, il y a plus de 40% de casse de crédit. Donc, pourquoi la viabilité, il y a la viabilité du financement bancaire du programme Intelaka laisse à désirer. Non, il faut revenir à la source du problème. On donne de l'argent aux gens sans leur permettre d'accéder au marché, sans leur donner la chance d'avoir le carnet de commandes, comment développer un portefeuille, je suis désolé. Est-ce qu'il y a un pays dans le monde? Un équilibre entre le financement et l'accompagnement. Malheureusement, les gens qu'on finance, on leur donne de l'argent, on leur dit allez-y vous débrouillez. C'est pas bon. Les pays émergents. Il faudrait faire quoi? Donner de l'argent et en même temps leur donner une commande? Pas du tout, pas la commande. Je ne parle pas de la commande. Il faut les accompagner, les préparer techniquement parlant pour qu'ils puissent soumissionner au marché, avoir les commandes, s'inscrire dans des chaînes de valeur. Il faut leur donner la chance d'accéder au marché. Et on sait très bien qu'au Maroc, les marchés sont monopolisés par les grandes moyennes entreprises. Donc, comment tu veux à l'entreprise qu'elle fonctionne avec un financement sans qu'elle puisse accéder aux commandes? Donc en même temps, création d'emplois, certains considèrent que s'il n'y a pas de croissance économique, il ne peut pas y avoir de création suffisante en matière d'emploi. Donc c'est quoi les leviers par rapport à cette deuxième partie de mandat? D'ailleurs, on parle de remaniement éventuel. C'est le chef du gouvernement qui en a parlé publiquement à la télévision l'autre jour. C'est-à-dire, voilà, il reste 2 ans. 2 ans et demi, grosso modo, ou pour renouer avec la croissance et faire reculer le chômage, ou alors ça va être le chômage et la croissance et les perspectives d'une hausse du chômage parce que la croissance ne sera pas au rendez-vous. Si on ne fait pas 5-6% de croissance, on ne pourra jamais réduire le taux de chômage. On ne les fera pas sur 2024 et 2025, c'est une certitude. En tant qu'économiste, je suis convaincu. C'est ce qui se dit aussi. Après, il ne faut pas se cacher derrière des prétextes. C'est-à-dire qu'on va dire qu'il y a du dérèglement climatique, le recul des précipitations, on ne pourra pas faire les 75 millions de C'est pas qu'un alibi, ça c'est une réalité. Ça, c'est pas qu'au Maroc. Aujourd'hui, le dérèglement climatique, c'est devenu planétaire. Oui. Mais il y a toujours des solutions. Il y a des pays qui font de l'accompagnement aux petits agriculteurs, qui créent de petites moyennes industries en agriculture pour créer de l'emploi, pour faire de la richesse. On accompagne ces gens pour qu'ils puissent accéder aux eaux.
Aujourd'hui, il n'y a pas d'économie d'eau et on sait qu'il y a beaucoup de gaspillage au niveau des grandes, moyennes, bien évidemment, entreprises qui consomment de l'eau, que ce soit dans l'agriculture ou dans l'industrie agricole, mais les très petites entreprises en la matière, ou bien évidemment, vous avez aussi des coopératives agricoles, souffrent pour avoir de l'eau. Donc, encore une fois, il faut qu'il y ait un équilibre, une très bonne répartition des richesses. Et ça, c'est important. Mieux on répartit les richesses, mieux on crée de la croissance et mieux on réduit le taux de chômage. Quand ce gouvernement, cet exécutif, a 2 ans, 2 ans et demi, ou pour retrouver la croissance, ou pour relancer la stratégie, en tout cas en matière d'emploi. Moi, je pense que le plus important aujourd'hui, le plus parce qu'on est sur du court terme là. On est sur du court terme, mais sur du moyen terme. Moyen terme, oui. Il faut travailler sur la croissance, parce que si on travaille sur la croissance, c'est un effet inverse. On fait les 20-80. On travaille sur la croissance elle va bien évidemment créer les postes d'emploi et on va baisser le taux de chômage. Il faut travailler sur la croissance, sur l'investissement productif. On fait ramener des constructeurs, des investisseurs étrangers, ils viennent, ils s'installent. Mais il faut qu'il y ait bien évidemment une force de frappe et on leur fait de la pression à travers des conventions signées, formelles, sur un plan de recrutement, un plan de formation sur les 2-3 années à venir. C'est ce qui est fait lorsqu'il y a des conventions d'investissement. On ne voit pas l'impact. On ne voit pas l'impact parce que quand tu prends les zones industrielles qu'on a au Maroc, on a à Tanger, on a à Kenitra. C'est vrai qu'ils recrutent de la main-d'œuvre, mais les cadres. De la main-d'œuvre qualifiée, pas que qualifiée, mais qualifiée en tout cas. Qualifiée et non qualifiée aussi conforme, ça on le sait très bien, mais quand on voit la catégorie, vous avez plus de 200 000 demandeurs d'emploi par an. C'est des gens qui sortent des écoles supérieures, des universités. Ils souffrent pour se faire insérer dans le marché de travail. Il y en a ceux qui restent un an et demi dans le chômage, en recherche active, et qui ne trouvent pas. Et donc à ces gens-là, il faut qu'il y ait des réponses immédiates. Donc la réponse immédiate, c'est les partenariats publics-privés, booster l'entrepreneuriat à travers l'accompagnement, la création de richesses et bien évidemment le recrutement aussi, ou bien évidemment on impose aux recruteurs, aux usines de faire employer les cadres. En tout cas pour vous, Youssef Galaoui Filali, il faut travailler sur le retour de la croissance. Absolument. Et retrouver les sentiers de croissance. C'est lui qui va générer de l'emploi et faire baisser le taux de chômage. Merci infiniment, Youssef Galaoui Filali, sur les présidents du Centre marocain de la gouvernance et le management sur ce débat sur le ring après post-dialogue social. Merci. Et poser aussi les enjeux de tout ce qui a été annoncé en matière de revalorisation des salaires des différents salaires à la fois des fonctionnaires du secteur public et secteur privé. Et vous dites qu'effectivement, il va falloir accélérer un peu le rythme pour retrouver de la croissance, parce que si on ne retrouve pas de croissance, on ne pourra pas relancer l'emploi. Exactement. Merci à vous. Merci pour ton invitation. Et à très bientôt. À très bientôt.